Il continue d'enregistrer. Alors, des questions. Est-ce qu'il faut obligatoirement le micro? Oui. J'aimerais, si c'est possible, que vous nous expliquiez quelles sont les caractéristiques principales des deux paradigmes que vous nous avez énoncés, mécaniste d'un côté et biologique, si j'ai bien compris, de l'autre. Oh là, ça c'est une question de cours, une question d'examen que je pose à mes étudiants. Donc je vais aller très vite. Au paradigme mécaniciste correspond l'attitude de contrôle, hein, et au paradigme biologique correspond l'attitude d'accompagnement. Voilà. Donc le mécaniciste considère le monde comme un moteur, une mécanique. Il évolue dans des rapports humains et non pas des relations. Il est persuadé que la raison peut corriger le monde, voilà, alors que le biologiste, lui, il peut être même au contraire ballotté dans un univers de forces qu'il doit apprivoiser, avec lesquelles il doit faire. Donc ça ouvre la porte à la pensée magique, au rituel, etc. Donc ce sont deux attitudes très, très facilement identifiables en elles-mêmes, sauf que notre éducation nous a appris les deux. On a été éduqués avec ces deux choses-là. On nous a enseigné, entre guillemets, les deux. Et tout dépend comment on a réagi. Il y a des gens qui ont opté définitivement pour l'un ou l'autre des paradigmes, qu'ils survalorisent envers et contre tout. Hein. Et parfois, ils se sont amputés du paradigme d'à côté, qu'ils considèrent comme non viable. Et puis il y a d'autres gens qui oscillent entre les deux, qui ne savent jamais où ils sont d'ailleurs, qui croient toujours pouvoir passer d'un paradigme à l'autre à leur gré, voilà, et qui parfois font des choses très approximatives du coup, voilà, parce qu'ils croient être capables de tout faire. Et puis il y a des gens qui ont la double compétence. Il y a des gens qui savent effectivement faire les deux. Ils sont somme toute rares. Or, pour être formateur, c'est cela qu'il faudrait recruter. Alors, le positionnement paradigmatique, il a été fait au hasard de la vie, hein, de façon pas du tout maîtrisée. Hein. Les gens ne se sont jamais demandé s'ils étaient mécanicistes ou biologistes. Et c'est une question qui ne se pose pas. Et c'est pourtant la première question que je pose toujours aux gens qui veulent se former en évaluation, parce que pour moi c'est déterminant. À partir de là, les jeux sont faits. Quelqu'un qui n'interroge pas sa position paradigmatique a obligatoirement un air d'exercice limité dans l'évaluation. Et si on veut pouvoir être formateur, c'est-à-dire faire à la fois du contrôle et de l'accompagnement, il faut élargir son horizon paradigmatique, quoi. Il faut parfois reconquérir un paradigme entier que l'on a méprisé. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de gens ont opté pour le paradigme de la rationalité et méprisent tout ce qui est de l'ordre de la relation et de la magie comme étant pas viable. Mais il y a des gens qui ont fait le choix inverse et qui refusent la rationalité. Et ils sont plus fréquents que ce qu'on croit. Parfois, ils sont honteux et se cachent, mais quand on les titille un peu, ils finissent par avouer que la rationalité, ils n'en ont rien à faire. Ils font semblant d'être rationnels.
Donc la question, c'est où sont mes préférences? Hein, c'est bien de l'ordre de la préférence. Voilà. Et puis après, en évaluation, ça devient des références. Si je veux contrôler, je dois être dans le paradigme mécaniciste. Si je veux accompagner, je ne peux pas être mécaniciste. C'est un point de repère important pour évaluer. Ça va, j'ai répondu à votre question? Oui, je crois que ce serait pas mal si tu pouvais nous éclairer un peu sur les modèles de l'évaluation, au stade où on en est là. Alors ça me colle à la peau depuis que j'ai écrit un bouquin en 97. Il n'y a pas moyen que je sois accueilli quelque part sans qu'on me pose la question. Pourtant, j'ai tout fait pour l'éviter. Hein. Fallait pas l'écrire. Je suis en train de préparer d'ailleurs pour la rentrée. Debook m'a demandé une réécriture du bouquin de 97 parce que le bouquin de 97 s'adressait à des chercheurs et j'ai décidé d'écrire un bouquin pour les praticiens. Voilà. Et puis depuis 97, il y a quand même des choses qui ont changé, notamment l'évaluation située. Aujourd'hui, on peut clairement en parler. En 97, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. On savait qu'on allait vers quelque chose de neuf, mais on ne savait pas quoi. Donc là, je vais pouvoir en faire un chapitre entier. Alors, c'est l'idée que c'est d'abord l'histoire de l'évaluation en éducation. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation médicale, qui est un tout autre univers. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation industrielle, qui est un autre univers, où on évalue des objets. Hein. Là, je m'intéresse, moi, à l'évaluation dans la relation humaine. Hein. Quand l'évalué est un humain, et quand, bien sûr, l'évaluateur est aussi un humain. D'abord, c'est ça le champ. Donc, l'histoire de l'évaluation fait qu'on a un trajet qui a été parcouru depuis les années 30, 1930 à peu près, puisque pendant des millénaires, l'évaluation n'a posé de questions à personne. L'évaluation est une invention d'après-guerre, enfin, d'entre les deux guerres, hein, qui correspond à un certain état du capitalisme. Voilà. Il faut le savoir, ça, d'abord. Hein. Donc, on a commencé par confondre, évaluer et mesurer. Voilà. C'était une évidence, ce qu'on appelle une épistémée, c'est-à-dire une évidence que personne n'interroge. Pour tout le monde, dans les années 30, évaluer, c'était mesurer. Et tous les dispositifs appelés d'évaluation étaient des dispositifs de mesure et de quantification. Voilà. Ensuite, on est passé, dans les années 70, à évaluer égale gérer. Gérer les dispositifs, gérer les institutions, gérer les structures. Dans ce gros modèle qui va des années 70 aux années 2000, il y a eu une succession de modèles qui ont été testés, expérimentés en évaluation et qui suivent l'évolution de la mentalité, des outils en sciences humaines. Voilà. Le premier outil étant la notion même d'objectif, et ça a été le premier modèle dans l'évaluation-gestion. Après, on est passé à la notion de structure, puis on est passé à la notion de système, chronologiquement, dans cet ordre-là. Et à l'intérieur des systèmes, on peut distinguer aujourd'hui trois époques. D'abord la cybernétique avec les systèmes artificiels fermés, et puis le systémisme avec les systèmes ouverts sur un environnement, et puis la systémique avec les systèmes dits complexes. Voilà. À chacun de ces moments, de ces outils de pensée, correspond un dispositif d'évaluation. L'évaluation par les objectifs, l'évaluation structurale qui est
très utilisé dans l'évaluation des politiques publiques, qui est en fait utilisé aujourd'hui pour évaluer les politiques publiques. L'évaluation cybernétique qui va donner ce qu'on appelait l'évaluation formative. L'évaluation dans le systémisme qui a donné ce qu'on appelle l'évaluation formatrice. Et l'évaluation dans la systémique, c'est-à-dire dans les systèmes complexes, qui a donné l'évaluation complexe ou évaluation-régulation. Ça dépend des auteurs. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, c'est obsolète. Ça fait partie de l'histoire. Hein. C'est ce que j'appelle l'histoire de l'évaluation, avec une précaution à prendre. Quand je dis c'est obsolète, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à chercher. On sait ce que sont ces dispositifs-là, on sait ce qu'ils valent. On sait leurs manques, on sait leurs bénéfices, on sait tout sur eux. Voilà. Et ils sont donc disponibles. Il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, mais à condition de les utiliser dans leur jus, en fonction de ce qu'ils peuvent donner. Voilà. Puis après, il y a l'évaluation située, qui, elle, est un chantier ouvert, encore aujourd'hui, avec l'évaluation par compétences. Et où là, moi, ça me fait plus vibrer parce que, justement, on peut encore créer des trucs, quoi. On en est à la période expérimentale, en fait, de ce dispositif-là, de ces dispositifs-là. Voilà. Mais n'empêche que les autres dispositifs sont là, ils sont disponibles. Donc, on pourrait se donner des critères pour choisir le modèle dans lequel on pense le dispositif d'évaluation en utilisant les vieux modèles. Voilà. Quand une situation est formatée par les objectifs, eh ben, on ne peut rien faire d'autre que de faire de l'évaluation par objectif. Et puis c'est tout. Ou alors on se libère de ce carcan qu'est l'outil objectif. Mais on ne peut pas à la fois être dedans et dehors. Alors je sais que c'est un problème pour vous, puisque votre commande, c'est à la fois de ne pas jeter les objectifs et de passer à l'évaluation par compétences. Comme j'ai dit à Eric, vous allez faire le grand écart. Hein. Attention aux déchirures. J'affirmerai pas les choses. Quelquefois, vous affirmez des choses comme si c'est des vérités. Moi, je veux bien vous croire. Je sais pas. Mais c'est des raccourcis. Oui, oui. Donc, l'impression que j'ai, c'est que quelquefois, on peut décider lors de l'évaluation. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit au début, on peut faire tenir ensemble les deux logiques. Oui. Voilà, dans la formation, on est obligé. Oui. C'est la commande. Et on peut décider à un moment donné d'être et sur la logique d'accompagnement et malgré tout, en même temps, de mesurer certains objectifs sans pour autant penser que ces objectifs-là ne représentent le but ultime de la vie de l'évaluateur. Enfin, c'est comme s'il n'y avait que ça. On peut à un moment donné outiller un bout de l'évaluation avec des objectifs sans que ce soit l'entrée principale, sans que ce soit ce qui guide l'essentiel de la pratique, mais l'utiliser à un moment donné quand même comme un outil qui a un petit intérêt. Sans le jeter complètement. Alors, je traduis, voilà. Ça veut dire que dans un dispositif de formation, dans une école de formation, dans un organisme de formation, il peut y avoir plusieurs modèles d'évaluation actifs. Oui, mais à condition que qu'on attende de chacun ce qu'il peut donner. Oui. D'accord ? Ce qui nécessite au concepteur de bien connaître les a priori, les règles de fonctionnement et les manques de ce modèle. Parce qu'aucun modèle d'évaluation est parfait. Tous ont des manques. Et c'est pour ça qu'on en crée des neufs. Hein.
C'est à chaque fois le modèle numéro 2 critique le numéro 1, et à partir du manque des modèles du numéro 1, il crée un dispositif qui est censé résoudre le problème. Et à chaque fois, pof, il fait naître un autre problème que le numéro 3 va essayer de résoudre. Voilà. Ça fonctionne comme ça, les idées. Hein. En évaluation, ça fonctionne comme ça. Donc, oui, bien sûr qu'on peut avoir plusieurs dispositifs, plusieurs modèles à l'intérieur d'un organisme, mais à condition que les concepteurs aient une culture en évaluation. Voilà. Ça ne se fait pas parce que les objectifs, c'est bien. Voilà. Ça se fait parce qu'en utilisant l'évaluation par objectif, j'obtiens tel et tel truc qui correspond par exemple à la commande qu'on m'a faite. Voilà. Donc oui, on peut. Mais pas en même temps. Oui, mais ça C'est dépend. le en même temps qui m'a fait sourire parce que on pourrait l'entendre dans le même endroit, avec les mêmes gens. Je fais à la fois un modèle par objectif et à la fois un modèle d'évaluation situé. Alors ça, je vous dis, non, ce n'est pas possible. Voilà. Les modèles ont leur logique à eux, d'organisation et de rendement. Voilà. Oui. Et donc, s'il y a plusieurs dispositifs, ils doivent être parallèles. Ils ne peuvent pas être en même temps. Oui, mais enfin, quand vous le décrivez, c'est un peu comme si on choisit son modèle et puis après on fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, ça devrait. l'action. Ça s'appelle être cultivé. Ben, dans la didactique professionnelle, moi, j'ai pas compris ça. Il n'y a pas Vous d'abord pouvez les faire savoirs et effectivement puis comme pour le derrière. mariage. Épousez le premier que vous rencontrez au bal du village. Puis après, vous pouvez vous interroger sur les critères que vous avez. Eh ben justement, ça c'est le mauvais exemple parce qu'on ne choisit non, pas alors. l'homme de sa vie avec des critères. Ah ben, c'est pour ça que vous en changez tous les 5 ans. Non, justement, moi, j'ai jamais changé. Alors, c'est que vous aviez des critères. Mais non. Mais si. Mais j'ai pas choisi un modèle, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que le choix il se fait et a posteriori je peux en déduire que finalement il y avait peut-être des critères et un modèle, quoi. Vous êtes tenu d'avoir une attitude professionnelle en tant que formateur et de ne pas fonctionner à l'affectif. Donc vous êtes tenu de faire des choix entre les dispositifs et de les faire les plus rationnellement possible. Vous êtes redevable du choix d'un dispositif. C'est votre boulot. Je regrette, vous ne pouvez pas faire ça au hasard, parce que c'est la mode, et puis après, je m'aperçois que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Alors, je sais bien qu'on fonctionne souvent comme ça, mais au moins, on ne le revendique pas. On ferme sa gueule et on se dit, là, je ne suis pas professionnel. Voilà. Être professionnel, c'est décider en connaissance de cause. Maintenant que la réalité, ça ne soit pas ça, on est d'accord. Mais on ne le dit pas. Là, c'est une commande que vous avez. Hein. Vous êtes déresponsabilisé du choix du modèle. On vous impose à la fois un modèle par objectif et un modèle par compétence. Et à vous de faire avec. C'est une commande. Ceci dit, les commandes, ça se négocie. Alors, si on ne peut pas négocier, après, il y a à s'interroger sur la valeur que l'on obtiendra avec ce satané dispositif par objectif, c'est-à-dire quelle importance on lui accorde. S'il suffit simplement de libeller des documents qui remontent à la tutelle comportant le mot objectif, ce n'est pas compliqué à faire. Si c'est réellement monter un dispositif d'évaluation par objectif, c'est une autre affaire. Donc la commande, ça s'analyse aussi. Étant donné qu'aujourd'hui le mot objectif est employé pour tout et n'importe quoi, vous pouvez l'employer sans défaillir. Ben oui, même l'épicière, elle parle d'objectif. Et justement, Ça s'appelle avoir des stratégies. puisque vous parlez des objectifs,
il y a une chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'un objectif décrit obligatoirement la trajectoire. Moi, je ne suis pas du tout d'accord Parce que avec c'est ça. ça la théorie des objectifs des années 70. Relisez Delancire, relisez Hamelin, relisez Magère. C'est obligatoire. Mais Si on ne trace pas la trajectoire, on n'est pas dans la théorie des objectifs. Oui, mais moi, ce n'est pas la théorie des objectifs qui m'intéresse. Moi, je trouve que c'est intéressant, par moment, de déterminer un objectif, en sachant qu'il peut y avoir 1000 trajectoires. C'est C'est justement pas un ça. objectif, c'est Hein? tout. Vous l'appelez autrement, mais ce n'est pas un objectif, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une table, ce n'est pas un canapé. Voilà. Il y en a marre d'avoir des approximations de ce genre qui jettent le flou, qui jettent le doute, qui jettent le discrédit, à la fois sur le métier de concepteur de dispositifs et à la fois sur l'évaluation. À force d'appeler tout et n'importe quoi, n'importe comment, on ne sait plus de quoi on parle. Alors, être strict avec les mots, c'est le premier devoir d'un formateur. Pour moi, mais ça ne me gêne pas que vous me disiez que je manque à mes devoirs, ça ne me gêne pas du tout. Et je vais même vous montrer d'autres Ce manques n'est pas vous qui manquez à vos sans devoirs, c'est difficulté. votre discours. Moi, je ne sais pas si vous manquez à quoi que ce Aussi, soit. aussi, Mais moi je votre vous le dis discours, aussi. oui. Et je ne confonds pas un objectif et un objectif opérationnel, par exemple. Voilà. Ben oui, dans les objectifs, il y a 3 degrés. Et bien sûr. voilà, eh bien, je ne confonds pas les deux. Et les objectifs, ça m'intéresse. Les objectifs opérationnels, ça m'intéresse moins, par exemple. Et pourtant, c'est tout l'intérêt de la théorie des objectifs. C'est là qu'était l'originalité du modèle par objectif. C'est d'entrer dans l'opérationnel. Et c'est de guider l'opérationnel, pas à pas, de le guider vers la réussite obligatoire. C'était ça. L'apport du modèle par objectif, c'était ça. En rester aux objectifs généraux, que vous appelez d'ailleurs parfois finalité, c'est faire n'importe quoi. Enfin, c'est être sorti du modèle par objectif. C'est être entré dans autre chose. Voilà. Si vous enlevez une brique à un modèle, vous cassez le mur. Un modèle a été fait de façon cohérente, fonctionnelle. Un modèle, le mot modèle veut dire dispositif fonctionnel. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'en prendre un bout, ou vous prenez la totalité, ou alors c'est que vous êtes ailleurs dans un autre modèle, ou alors c'est que vous faites n'importe quoi. C'est simple. C'est comme la cuisine. On n'appelle pas bouillabaisse n'importe quoi. Il ne suffit pas de mettre n'importe quel poisson ensemble. Oui, mais ça veut dire que vous estimez que ce qui compte d'abord, je veux dire, c'est le modèle et pas la pratique. Oui, ben voilà, pas moi. Mais bien sûr. Le modèle permet de s'étayer dans la pratique et permet de décider d'un champ d'exercice. Il est fondamental. C'est ce qu'on appelle le processus de référenciation, quoi. Le modèle fait partie des références d'un professionnel. Et c'est valable dans tous les métiers. Là, on parle de l'évaluation, mais c'est valable ailleurs pareil. Moi, je crois que ce qui est en train d'exprimer François, c'est qu'en fait, c'est difficile de sortir d'un modèle dans lequel on a œuvré, dans lequel on a construit, dans lequel on a bâti. Et quand elle dit, mais c'est juste une interprétation, quand elle dit « je préfère les objectifs aux objectifs opérationnels », il me semble, moi, que c'est un chemin qui est en train de se faire pour sortir d'un modèle et commencer à aller vers un autre. Vous êtes déjà ailleurs. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand on est amené à construire, que ce soit des diplômes, des dispositifs de formation, etc., quand on est, entre guillemets, à cheval sur deux modèles comme ça et qu'on est en train de faire un passage de l'un vers l'autre, c'est pas du tout simple. Certes, il y a la commande qui nous bloque, mais c'est pas le pire, parce qu'effectivement, on peut avoir des stratégies qui arrivent à satisfaire et ce qu'il faut faire et la commande qui nous est faite. Mais par contre, ce qui est plus difficile, c'est le chemin qu'on fait personnellement et individuellement d'un modèle vers l'autre, et c'est encore pire quand le modèle n'est pas encore stabilisé, quoi.
Oui, oui, ça c'est dur. Et c'est d'autant plus dur qu'on a cru que le modèle numéro 1 était le bon. Ce qui est dur, ce n'est pas de changer de modèle, c'est d'abandonner un modèle qu'on a cru bon. Alors il suffit de bien se dire une fois, l'erreur était justement de le croire bon et de ne plus recommencer. C'est-à-dire que le modèle d'après, si vous recommencez à le croire bon, vous allez avoir les mêmes problèmes pour en sortir dans 5 ans. Les modèles, ça s'utilise. Voilà. Oui. On n'a pas besoin d'y croire. C'est simplement pour dire que votre éclairage, pour moi, est important, parce que ça permet effectivement de nous situer dans des modèles, parce qu'on a toujours eu beaucoup de difficultés ensemble. Mais ce que vient de dire Eric est important. Effectivement, on va vers un autre modèle qui n'est pas défini. Et notre piège à nous, c'est d'utiliser en fait notre culture du modèle de l'évaluation par les objectifs pour construire un autre modèle. Et là, on est piégé. On est piégé. Et je pense que dans ce qu'on appelle maintenant objectif, dans l'évaluation qu'on essaie de construire, ça ressemble beaucoup plus à des buts qu'à des objectifs. Ouais. Voilà. Il suffit que vous le sachiez, vous. Et le mot objectif, il s'est vidé de son sens, de toute façon, dans la vie ordinaire. Hein. Sachez que vous l'employez de façon ordinaire, dans ces cas-là. Voilà. Et pas technique, pas professionnel. Voilà. Et il suffit que vous le sachiez. Alors quand même, pour moi, ça ne suffit pas. Tout à l'heure, vous avez parlé du métier d'être formateur. Lorsqu'on s'adresse à des formateurs, il s'agit effectivement de faire bouger les choses. Et on a effectivement à capitaliser une culture qui va aider à une rupture avec un ancien modèle pour rentrer dans un autre modèle. Et il faut à mon avis, il faut que ce modèle pour nous soit clair et qu'on soit capable d'utiliser des mots qui aident effectivement le changement des représentations. Oui, mais moi j'insisterai plus sur le lexique commun à une équipe. Voilà. Ce qui compte, c'est que les mots, qu'on se pose la question des mots qu'on emploie, et après, qu'on décide que ce sont des buts, mais on les appellera par stratégie objectif, parce que ça permet de faire plaisir aux commanditaires. C'est une règle de fonctionnement toute simple et qui ne nécessite ni grand changement, ni grande rupture. Voilà. Je ne crois pas trop à la rupture. L'impression de rupture que vous avez, c'est parce que vous avez raté 4 trains depuis les objectifs. C'est tout. C'est que vous étiez dans une survivance d'un modèle des années 70, que vous n'avez rien vu passer de l'évaluation formatrice, que le structuralisme, vous ne savez pas ce qu'on peut en faire, etc. Voilà, c'est là l'impression de rupture, elle vient de là. Et il faut faire avec, c'est votre culture. Hein. Sachez que ça ne tient pas à vous. Ça tient au fait que vous avez été, par votre commanditaire, mis en sommeil pendant 30 ans. Et qu'enfin vous vous réveillez, d'où l'impression de rupture. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous fonctionniez encore par objectif. Mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est un constat, c'est tout. Il faut faire avec, quoi. Voilà, c'est pas grave. Mais là où ça peut être gênant, c'est que ça vous donne cette impression de rupture ou d'abandon d'un modèle qui avait fait ses preuves en son temps, qui vous empêche d'avancer. Voilà. C'est ça qu'il faut travailler. Ce n'est pas le fait que... Le reste, c'est votre histoire, puis c'est tout. On a tous l'histoire qu'on a. Voilà, il faut faire avec. Il y a un grand écart, c'est vrai. Alors que si vous aviez suivi tous les modèles, vous n'auriez pas cette impression de grand écart. Vous vous retrouveriez dans l'évaluation située plus facilement, quoi, par déduction logique. Voilà.
par expérience en fait. Hein, parce que les modèles, ils sont créés par expérience. Hein. Ils sont théorisés après coup. Hein. Donc c'est pas grave ça. Je pense qu'on commence à digérer un certain nombre de choses que vous nous exposez, mais ce n'est pas notre problème le plus crucial, je pense, parce qu'on n'est pas des praticiens, on n'est pas des formateurs, on est des formateurs de formateurs. Oh oui, formateur au carré. Voilà, formateur au carré. Et c'est une chose de digérer, je pense que personne n'est vraiment surpris de ce que vous nous dites, même si ça peut paraître un peu brutal par moment et pour certains. Mais notre difficulté, c'est qu'on a une mission de transmission. Et ça nous rajoute, je trouve, une difficulté supplémentaire parce qu'on n'a pas que nos problèmes à résoudre, mais on a aussi tous ceux des gens qui comptent sur nous pour mettre en œuvre, eux, les formations. Ce n'est pas nous qui les mettons en œuvre, les formations. Alors, tout dépend comment vous envisagez votre travail, j'allais dire, sur les formateurs. Tout dépend comment vous vous êtes entendu pour savoir ce que c'est qu'être formateur de formateur. Parce qu'on peut vivre ça de façon totalement différente. Il y a je connais d'autres institutions, je suis sûr que ce n'est pas du tout vécu comme ici, hein, ce poste de formateur là. Donc si vous êtes dans le conseil aux formateurs, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans l'accompagnement aux formateurs. Et venez pas me dire que vous faites les deux à la fois. Alors du coup, ça va avec ma question, qui était sur le continuum entre guidage et accompagnement. Vous nous avez dit la place d'un formateur. Et donc la place d'un formateur de formateur, elle est forcément dissymétrique. Oui. Hein ? Et ensuite, on doit choisir entre une posture, plutôt guidage, enfin choisir sur ce continuum. Et est-ce que pour vous, ces deux postures impliquent une plus ou moins grande dissymétrie ? Et si oui, sur quelle dimension ? Et sinon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ah non, les deux sont dans la dissymétrie. Sur la même dissymétrie ? Oui, fondamentalement, oui. C'est-à-dire, on est formateur quand on accompagne. Hein, accompagner en étant formateur, ça va être quelque chose de spécifique par rapport au travail que fait un coach, par exemple. C'est pas la même chose. Quand je suis accompagnateur, je reste formateur. Voilà. Et la question de la dissymétrie des places reste intacte. Voilà. On n'est pas des copains quand on accompagne, on n'est pas des pairs, on est situé. Alors souvent on le visualise par un chemin sur lequel le formateur, l'accompagnateur a de l'avance. On le parle comme ça. Hein. Alors c'est une très mauvaise métaphore évidemment pour parler de l'accompagnement. C'est plus vrai pour le guide. Le guide il connaît le chemin et il est là pour éviter les embûches. Il peut d'ailleurs même conseiller le bon chemin parce qu'il l'a parcouru, parce qu'il le connaît. Le guide, il va sécuriser le parcours de l'autre. Hein. Donc c'est plutôt une métaphore du guide. Alors l'accompagnateur, la relation avec l'accompagné est dissymétrique parce qu'il n'est pas engagé personnellement dans le chemin. C'est ça qui fait la dissymétrie dans l'accompagnement. C'est ton chemin sur lequel je vais, c'est pas mon chemin. Et ça fait qu'on n'est pas pareil. Et je n'ai pas le droit de me faire croire que c'est mon chemin. D'ailleurs, le chemin, je ne le connais pas à l'avance. C'est ton chemin. Parce que mon chemin, il est ailleurs. Moi, je suis accompagnateur, je ne suis pas sur le chemin de l'accompagné.
C'est-à-dire que dans la relation d'accompagnement, j'apprends des choses sur qu'est-ce qu'être accompagnateur. Bien sûr, c'est formateur d'accompagner quelqu'un, hein. Mais ça n'a aucune incidence sur la fabrication du chemin de l'accompagné. C'est disjoint. 10 joints, c'est pas dissymétrique. Ah si, parce que ça me donne une aisance que n'a pas l'accompagné. Non, mais Parce dissymétrique, que je ça a une n'épouse dimension pas, justement, je supérieure à n'épouse pas ses objectifs. Non, mais ça peut être disjoint sans être dissymétrique. Si, c'est dissymétrique aussi dans la Alors, mesure... sur quelle dimension c'est dissymétrique? Dans la mesure où être sur son chemin embarrasse l'accompagné. C'est un poids, le chemin qu'il a à construire, que moi je n'ai pas. C'est au niveau de l'aise. Lui, il est en turbulence, en difficulté, il est en transition. Il est, oui, il est en transition, en déplacement de lui-même. Toujours, l'accompagné, s'il ne l'est pas, je ferai en sorte qu'il le soit. Pas moi. Moi, je n'ai pas d'enjeu. Je n'ai pas les mêmes enjeux. J'ai des enjeux qui n'ont trait qu'à apprendre mon métier d'accompagnateur, c'est tout. Je n'ai pas d'enjeu, je n'ai pas de catastrophe possible. Je suis désimpliqué de ses objectifs, de ses buts. Et c'est pour ça que je peux l'accompagner. Parce que je ne suis pas complice de ses objectifs, comme a dit un auteur à propos du coaching. Accompagner quelqu'un, c'est ici et maintenant. D'accord ? C'est pas pour aller quelque part. Lui, il veut aller quelque part. Pas moi. C'est pas mon problème. Donc c'est dissymétrique. On n'a pas le même poids sur les épaules, quoi. Mais ce n'est pas au niveau du savoir. Alors que dans le guidage, la dissymétrie, elle peut être dans le savoir. Ah, elle est dans le savoir. Le guide, c'est un sachant. C'est pour ça qu'il peut donner des conseils. L'accompagnateur, il n'est pas sachant. Il a des savoirs sur l'accompagnement, pas sur le chemin que l'autre devrait faire ou doit faire. Le savoir n'a pas du tout le même sens dans l'accompagnement. Il n'est pas aussi important. Et j'en suis pas le maître. Tandis que le guide, il sait. Il sait ce qui est bon pour l'autre. L'accompagnateur, il ne sait pas. Hein. Et quand il croit savoir, c'est un indicateur qu'il est en train de déraper. Et si elle est sur la méthode, la dissymétrie? Si? Elle est sur la méthode. Non, pas au niveau de la méthode, parce que la méthode est participative à fond la caisse dans l'accompagnement. Donc il peut y avoir des symétries de On méthode. est dans la co-construction en permanence. Je réagis à ce que tu me dis, à ce que tu fais. Je te donne mon avis qui va te faire réagir. On est dans l'inter-influence. Je ne suis pas maître de la méthodologie. En revanche, j'ai des techniques, quand même. Il faut bien se rassurer un peu, quoi. Hein. Il faut bien avoir des repères qui permettent de tenir, quoi. Hein. Par exemple, je sais manier le questionnement. Je sais manier l'écoute. L'écoute, le questionnement, la problématisation. Voilà, les trois techniques principales de l'accompagnement. L'écoute, le questionnement, la problématisation. Et ça me rassure, quoi. Et ce n'est pas des outils, hein, c'est bien des méthodes, c'est bien des façons d'être. Hein. Ce n'est pas de simples outils. Après, je peux avoir aussi des outils, du style, je connais des accompagnateurs qui passent par des séances très courtes de sophrologie, d'analyse transactionnelle ou autre joyeuseté de ce genre, qui ont le simple mérite de fournir des outils bateaux, desquels d'ailleurs on peut tirer n'importe quoi, et qui permettent à l'accompagné de faire ouf, voilà, de poser son sac. Voilà.
Donc pour en revenir à au propos précédent, en tant que formateur de formateurs, on a à se demander si on est dans si on se positionne en tant qu'accompagnant ou en tant que conseil. Alors moi j'entends guidage du coup. Oui, conseil et guidage, c'est le même vu de dos avec des bretelles. Oui. Mais alors, ça veut dire quoi ça aussi, c'est pas. Il y a deux niveaux dans la question à se poser. Il y a la question individuelle. Où sont mes préférences? Qu'est-ce que je sais faire le mieux? Où est-ce que je suis le plus à l'aise? Est-ce que c'est quand je suis guide ou quand je suis accompagnateur? Ça, c'est une première question. Après, il y a j'appartiens à une équipe. J'appartiens à une organisation, à une institution. Et là-dedans, quelles sont les ressources? On peut décider au bout de la deuxième question que je ne suis pas à l'aise dans l'accompagnement, mais il faut que j'en fasse. Et bien donc je me forme. Voilà. Je ne crois pas que ça va tomber du ciel en revanche. Je me forme. Alors, parce que parfois ça tourne pas rond, quoi. Il y a des équipes où il y a 6 guides et 2 accompagnateurs. C'est un peu juste, quoi. Alors, il faut bien qu'il y ait des guides qui aillent se réformer. Mais ça doit être des questions collectives, des décisions collectives. Voilà. Moi, je pense qu'on peut arriver à devenir accompagnateur même quand on a été formé pour être guide. Je pense qu'on peut y arriver. C'est un travail, c'est pas évident, mais si on le décide, on peut y arriver. C'est pas attaché à l'être, c'est simplement attaché à votre histoire. Voilà, c'est tout. Il y aura peut-être des choses à remettre en question dans votre histoire. Il y aura peut-être des pans de votre vie à relire différemment. Oui, c'est un travail sur soi. La posture nécessite toujours un travail sur soi. Soit on l'a fait sans le savoir, par les hasards de la vie, soit on décide de le faire et on va dans une formation adéquate. On ne va pas chercher des techniques, on va chercher un travail sur soi. Pour continuer de combler mon manque de culture, Nul n'est parfait. Je voudrais revenir sur les modèles d'évaluation dont vous avez parlé tout à l'heure, en disant, ça m'a intéressé en disant finalement ça fait 30 ans que vous n'avez pas changé de modèle et donc du coup c'est pour ça que ça vous paraît difficile, c'est si on passait aujourd'hui de la 4L au dernier modèle qui sort chez Renault, quoi. Ça, je comprends ce que vous voulez dire. Du coup, je me dis, tiens, parmi les institutions qui se préoccupent d'évaluation, alors c'est peut-être juste mon manque de culture, mais j'en ai pas beaucoup vu changer de modèle là. Voilà. Je vois pas trop. J'ai pas trop vu non plus chez les autres, me semble-t-il. Moi, je savais pas que les modèles existaient, donc je ne peux pas les voir. Si. Mais il y a des institutions qui ont. Alors, elles ont toutes fait. Je n'en connais aucune qui ait suivi tous les modèles les uns après les autres, parce que les modèles ont une vie trop courte. Et les institutions renaclent à tout réorganiser tous les 5 ans, quoi. Et il leur faut du temps pour voir passer le modèle. Et malheureusement, quand ils veulent le faire, il est déjà périmé, quoi. Ils ont cette sensation-là, ce qui fait que ils se disent, on a notre vieille 4L, on continue avec. Voilà. Mais il y a quand même des institutions. Moi, je pense à la formation des infirmiers, où il y a longtemps qu'on a abandonné la pensée par objectif. Alors quand je dis longtemps, ça fait vraiment longtemps. Voilà. Par ailleurs, au Greta, je ne suis pas sûr qu'ils aient même envie de l'abandonner. Tellement ils sont scotchés avec. Ils ont été moulés dedans. Schlaf.
Et puis quelquefois, il y a des institutions, enfin, me semble-t-il, qui disent « Ah, ça y est, on a changé de modèle, on est complètement là-dedans ». Et en fait, ils n'ont rien changé du tout, à part le titre aussi. Moi, ça m'agace beaucoup, cette histoire-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut se méfier. Et c'est bien pour ça que je vous félicite d'avoir ouvert ce chantier, parce que visiblement, ce n'est pas ça que vous voulez faire. Vous pourriez le faire. Si vous étiez un peu moins maso, vous vous contenteriez de faire la même chose en appelant ça compétence. C'est ça, mais ça nous fait pas envie. Il y a des endroits où on le fait. Oui. Oui, c'est sûr. Voilà. Parce que, pardon, quand vous avez parlé de l'évaluation structurale, par exemple dans l'évaluation des politiques publiques, oui, mais là, on n'est pas sur l'évaluation dans le domaine de l'éducation. Non, c'est la plus mal voir. adaptée, mais il y a des institutions de formation qui l'ont adoptée, notamment la formation dans les sciences de la gestion, qui sont en plein là-dedans. Alors c'est quand même eux qui fabriquent les managers. Alors ils ont choisi un modèle qui leur paraît, qui est cohérent avec avec ce qu'ils appellent leurs valeurs, quoi. Mais ils ne savent pas qu'ils pourraient en faire un autre. Voilà. Enfin, ils sont un peu obligés là, hein, avec justement les problèmes à France Télécom et les risques psychosociaux. Leur modèle en a pris un coup, quoi. Et ils auraient l'occasion de changer de modèle complètement, alors que j'ai bien peur qu'ils vont ajouter une boîte de plus à ce qu'ils faisaient avant. Et je reviens sur l'accompagnement et le guidage. Vous l'avez dit avec suffisamment de fermeté pour qu'on ne le conteste pas, mais ça fait rien quand même. Vous avez dit... Autorisez-vous. Oui, voilà. J'ai pas grand-chose à perdre. Et donc, au point où j'en suis, vous dites, et ne me dites pas que vous pouvez faire les deux. Alors, oui. Moi, il me semblait que certains jours, on pouvait faire l'un, d'autres... Ah oui, ça, c'est pas faire. Et même consciemment, quelquefois. Vous voyez Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les deux en même temps, avec les mêmes personnes au même endroit, et dire « je me sers du contrôle pour faire de l'accompagnement », ou pire, alors là, c'est carrément non éthique, je fais de l'accompagnement, et ce que j'apprends de l'étudiant pendant l'accompagnement, je le fais servir au contrôle. Alors là, carrément, c'est une faute professionnelle. Oui, d'accord. Mais si on en est conscient en disant, voilà, à tel moment et avec telle personne, j'essaye de me situer plutôt là-dedans, et à d'autres, il me semble que c'est le guide qui serait plus important. Moi, je ne trouvais pas ça gênant dans ma pratique. Non, mais bien sûr. En tant que formateur, c'est même la commande que vous avez. Sauf qu'au lieu de le faire au niveau individuel, ça peut être au niveau de l'équipe. Mais oui, bien sûr qu'avoir la double compétence peut être un atout pour être formateur, bien évidemment. Alors, le problème, c'est quand même que je ne dois pas être le seul à savoir quand est-ce que je change de logique. Le formé doit le savoir aussi. Voilà. Et c'est toute une éducation à faire aux formés, qu'il arrive à comprendre qu'on puisse faire les deux. Peu de formés l'acceptent facilement. Voilà. Il y a toute une période où ils ne vous croient pas. Et quand ils vous ont vu dans le rôle du contrôle, en posture du contrôleur, ils ne croient pas que vous pouvez être accompagnateur. Et il y a une difficulté, quoi. On ne passe pas de l'un à l'autre comme ça. Voilà. Même si on sait le faire, après, il y a le formé qui fait que ce n'est pas si évident de passer comme ça de l'un à l'autre. Voilà. Parce qu'ils ne nous croient pas. Ils ont tellement été éduqués dans l'être. Hein, je suis jeune, vieux, je suis un garçon, une fille, je suis blanc ou brun, voilà, que je suis guide ou accompagnateur, terminé. Voilà, ils mettent tout au même plan. Et quand vous dites « Ah non, moi je peux faire les deux quoi ? Bizarre celui-là. » Et oui. Donc on a un problème avec les représentations
des accompagnés, hein, qui, quand ils vous ont vu être guide, ne vous croient pas quand vous leur dites aujourd'hui je t'accompagne, hein, mon œil. Du coup, ils ne vous disent rien de ce qui est essentiel, ils font semblant et vous pataugez dans la semoule. Donc, c'est peut-être plus facile dans une institution qu'il y ait des gens, entre guillemets, spécialisés. Voilà. C'est une façon d'éviter ce problème-là, mais on en trouvera d'autres de problèmes. Je voudrais aborder une question qui concerne, bien sûr, vos propos. Vous nous avez, pour revenir à l'évaluation située, qui est donc le modèle a priori à construire, ce qui est difficile. Et vous nous avez dit à un moment, dans l'évaluation située, il y a le prescrit, il y a le réalisé, mais ça, ce n'est pas important, c'est le travail qui se vit. Et quand vous dites le travail qui se vit, comment on peut appréhender l'évaluation du travail qui se vit? Alors, j'ai parlé d'énigme. Je crois que c'est une notion très importante dans l'évaluation située. La compétence est énigmatique. Voilà. Il faut le dire fort pour empêcher qu'on en fasse un objet rationalisable du début à la fin et contrôlable du début à la fin. Voilà. Ce qui est nouveau, c'est que l'objet qui nous préoccupe, on ne part pas avec l'illusion qu'on pourra totalement le rationaliser pour le contrôler. La compétence ne se maîtrise pas. Voilà. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, elle ne peut exister qu'en situation. Et les situations ne dépendent pas du sujet. Il y a plein de situations dans les professions qui ont été pré-organisées, pré-construites par d'autres que celui qui doit évaluer, qui doit y être. Voilà. Et selon comment la situation a été formatée, il y aura des choses qu'on ne pourra pas faire. Et parfois, on le découvre quand on est dans la situation. On ne peut rien anticiper. Et du coup, la compétence ne va pas prendre la même forme dans cette situation-là que dans une autre situation formatée différemment. Voilà. Et vous n'avez pas le droit d'en conclure que la personne est incompétente. Voilà, vous n'avez pas le droit. C'est la différence avec tous les modèles antérieurs. Donc, elle est énigmatique parce qu'elle n'est pas rationalisable 100%. Il reste toujours un surplus d'âme dans la compétence qui tient au fait qu'elle est incarnée. Une compétence, on ne peut pas la poser sur la table. Voilà. Une compétence, elle est chez quelqu'un. Et ce quelqu'un a une histoire, une vie, qui fait que il va faire des choses que son voisin ne fera pas, et même s'ils font la même chose, ils ne le feront pas de la même façon. Voilà. Il n'y a pas une façon attachée à une compétence. Ça aussi, ça ne simplifie pas le contrôle. C'est ce que vous appeliez les chemins. Il y a plusieurs chemins pour arriver à une compétence. Alors, du coup, il y a un concept qui prend de l'importance, c'est le style professionnel, qu'on avait complètement négligé dans les modèles antérieurs. Le style professionnel devient du coup prioritaire, quoi. Quand j'évalue par compétence, en fait, ce que je veux comprendre de l'autre, de celui qui se donne à voir en train de travailler, c'est quel est son style professionnel. Ça, je peux en dire quelque chose dans l'univers du contrôle, mais pas de la compétence. Quand je fais semblant de contrôler des compétences, je triche. Je coupe la compétence de ses racines vivantes. J'en fais un objet lyophilisé. Voilà.
Autrement dit, j'ouvre le paquet et j'avale tout. J'oublie de mettre de l'eau, comme on fait avec les soupes lyophilisées. Je ne vous le conseille pas. Voilà. À partir du moment où je sais que la compétence elle est incarnée dans quelqu'un, je ne peux pas seulement la contrôler. Il faut aussi que je l'accompagne, cette compétence, que j'accompagne la personne à dire des choses pertinentes sur cette compétence. Et ça revient en fait à cerner, comme on dit, le style professionnel de ce personnage que j'ai en face de moi. Ce sur quoi j'ai à discuter, c'est, on l'a dit, avec ça, peut-il tenir dans la pratique? Mais la question qui vient immédiatement, c'est quel type de professionnel ça va être? Quel type de professionnel il va devenir là, en sortant, tout de suite? Et essayer de mettre des mots sur ça. Moi, je crois ça très utile. Alors, bien sûr qu'on a un peu l'impression de regarder dans le mar de café, hein, c'est sûr. Ben oui. Pendant des millénaires, les gens s'en sont contentés, ils faisaient même la queue hein, pour qu'on leur lise dans le mar de café. Enfin non, dans la boule de cristal, dans l'oracle. Et alors, c'est ça les racines de l'évaluation. Revenons aux choses simples, aux choses entre humains. Oui, je te donne mon avis. Oui, je pense que là, il y a un problème. Ou bien, j'ai cru comprendre que tu allais devenir tel type de professionnel, quoi. Alors, sache-le, on te l'aura dit. Ça a des avantages, ça a des inconvénients de devenir ça. Sache-le, tiens en compte. Tu pars d'emblée en sachant que tu as telle dérive possible, qu'il te faudra prendre telle précaution. Voilà. Mais oui, c'est mon avis. Oui, c'est mon avis. Je ne l'écris pas dans le marbre d'ailleurs, hein. Je le dis. Tu as abordé la notion de style professionnel. Je pense que c'est en référence à Yves Clos avec la notion de style et de genre. Et juste, moi je me pose une question comme ça, mais est-ce que, à regarder le style, on peut arriver à en déduire, est-ce qu'on peut voir le genre dans le style? Parce que du coup, à regarder le style professionnel... C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse. Le genre, c'est vous fabriquez des éleveurs de bovins. Voilà, ça c'est un genre. Supposer que ce ne soit pas pareil que de fabriquer, je m'amuse quand je dis fabriquer, que vous formez des épiciers. C'est pas pareil. Voilà, ça c'est un genre. Maintenant, dans ce genre-là, toute personne compétente apporte un style professionnel particulier. Voilà. Le genre, c'est le roman. Après, Balzac a apporté quelque chose de particulier au roman, que n'a pas apporté Zola. Voilà. C'est tout simple. Genre et style, ils ont piqué ça à la critique littéraire. Hein. On connaît ça en littérature depuis 30 ans. Donc, arrêtez de me citer Clos, c'est pas la peine. C'est tout simplement avoir fait une licence de lettres, on sait tout ce que c'est le style et le genre. Voilà. Non, mais ma question, c'était, enfin, est-ce qu'en regardant l'expression du style, donc, qui est une forme d'expression du genre, en fait. Oui. Ma façon à moi d'évoluer dans le genre. Voilà. Est-ce qu'en regardant ça chez l'autre, on peut en déduire qu'il est dans le genre? C'est ça. Parce qu'un diplôme, finalement, il cherche... Mais il ne peut pas ne pas y être dans le genre. En formation, il ne peut pas ne pas y être. Toute votre formation est construite sur le genre. Elle définit même votre organisme de formation ou votre institution. Quand on vient chez vous, on sait qu'on ne sortira pas comptable à la Cour des comptes. C'est ça le genre. Donc le genre, il est donné, en fait. Il est donné. Et vous le contrôlez, c'est-à-dire que vous choisissez tout ce qui va nourrir le genre et vous éliminez des trucs que vous pensez préjudiciables au genre. C'est un travail que tous les formateurs font sans s'en rendre compte. C'est de l'ordre de l'évidence, quoi. Voilà. En revanche, donc le genre, il est donné.
je ne vois pas comment un étudiant informé pourrait transgresser le genre. Je ne vois pas. Il est forcément situé dedans, non? Ça arrive qu'ils transgressent le genre. Ils se prennent pour des comptables ou pour des postiers. Moi, il me semble qu'une formation qui n'est pas assez proche justement du monde professionnel peut passer à côté du genre professionnel. Et que justement, l'acquisition du genre s'acquiert beaucoup plus en entreprise, en stage, etc. Et que c'est pour ça que c'est une partie des buts. J'emploie plus le mot objectif. C'est bien, je ne serais pas venu pour rien. Une partie des buts par exemple, de dispositifs alternés, des stages, etc., c'est que le genre s'acquiert beaucoup aussi en confrontation, en insertion au milieu professionnel. Et effectivement, un des buts de la formation professionnelle, c'est l'acquisition du genre. Mais je pense que des formations professionnelles trop déconnectées peuvent passer à côté du genre. C'est grave. Enfin, oui, c'est grave. Enfin, la formation par alternance a été aussi inventée pour ça, quoi. Parce que, si j'ai bien compris, quand même, l'acquisition d'un genre professionnel, c'est une construction sociale au sein d'un groupe professionnel. Donc, elle s'acquiert au sein de ce groupe professionnel. Et une institution de formation ne peut pas croire à elle seule pouvoir l'apporter. C'est ça, je veux dire. Oui, ça soigne, oui. Oui. D'accord ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Sauf que tout n'est pas chez les professionnels que les gens, les formés côtoient. Les formateurs aussi participent de l'encadrement de cette obligation d'avoir à s'inscrire dans un genre. Et je le répète, en éliminant des contenus qu'ils jugent hors genre. Par exemple, moi j'ai un master de consultant que je définis comme accompagnateur d'équipe et pas comme expert. Donc je ne vais pas leur faire 10 heures de cours sur la gestion financière d'une entreprise. Pour moi, c'est hors champ de leur boulot. Et en éliminant ce contenu-là, je crée le genre dans lequel je veux qu'ils s'inscrivent. Et qui est l'accompagnement d'équipe au quotidien. Et pas les questions financières. Voilà, donc le formateur participe aussi, quoi. Il ne faudrait pas croire que le formateur serait responsable de la transformation de l'étudiant, et puis les professionnels, on leur attribuerait le rôle d'inscrire l'étudiant dans le genre. Non, on est tous, on participe tous à l'inscription dans un genre. Et le responsable de formation, c'est ça son boulot, de veiller à ça. De l'organiser. Oui, et de veiller à ce qu'il n'y ait que des choses nécessaires à l'inscription dans le genre auquel la formation est dédiée. Toute formation est adressée à un genre. Enfin, formation d'adulte. C'est tout le problème de l'école, c'est qu'on ne sait pas à quel genre elle s'adresse. Une dernière question qui vous étouffe? De toute façon, on reprend cet après-midi, voilà, pendant un petit moment. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on discute cet après-midi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent urgentes? Oui. Oui, effectivement, moi j'aimerais revenir sur l'acquisition des savoirs, parce que je pense que ça a plus de sens quand on les évalue dans une évaluation située qu'un simple contrôle des savoirs. C'est de les mobiliser dans la situation. Emmagasiner des savoirs pour des savoirs, ça m'interpelle. Ok. Donc, il y a cette question derrière de les situations de certification que vous avez sélectionnées, que vous avez, sélectionnées. Comment les considérer? Voilà. Comment les considérer? Qu'est-ce que ça a de plus par rapport à un examen papier? Moi, je crois qu'il faut que
vous soyez clair avec la différence, quoi. Voir avec ce que ça apporte de plus. Voilà. Et quelle différence avec les situations professionnelles d'exercice. Si j'ai bien compris, vous avez commencé à faire un répertoire de situations de certification. D'accord ? Oui. Et les situations d'étayage, elles sont où ? Est-ce que c'est les mêmes ? Et les situations rencontrées en stage, on en fait quoi ? Est-ce que ce sont les mêmes ? Voilà. Donc, on a 3 types de situations là. Hein, les situations de certification, les situations d'apprentissage en formation, et puis les situations d'exercice rencontrés sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce qui les différencie et comment elles s'articulent dans l'évaluation certificative ? C'est une grosse question. Hein. Vous avez à prendre des décisions, quoi. Il n'y a pas de réponse préécrite quelque part, là. Il faut que vous décidiez ça. Et il faut que vous regardiez qu'est-ce que ça donne. Et éventuellement changer ces règles-là. Voilà. Et c'est transversal à la notion d'évaluation par compétence. Hein. Ça opérationnalise la question. Voilà. Les étudiants, eux, ils vont avoir affaire à des situations. L'évaluation par compétence, ça va leur passer là. Hein. Donc il faut aussi prendre un peu leur regard à eux pour savoir quoi leur dire, pour qu'ils ne mélangent pas tout. S'il y a 3 types de situations, il faut que le formé se repère là-dedans. Donc il faut prévoir un discours à leur dire. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter d'installer 3 types de situations et puis je m'en vais, mon boulot est fini en tant que formateur. Attendez. Et l'étudiant, il va comprendre quoi ? Il va forcément développer des contre-stratégies à ces notions de situation. Il va dépenser un tiers de son énergie à ne pas entrer dans le système que vous allez mettre en place. Vous le savez, ça. C'est inéluctable. Ça se prévoit, ça. Ça s'anticipe, en tout cas. Donc, il n'y a pas que transmettre au formateur, il y a aussi transmettre au formateur le souci de la stratégie par rapport au formé, qui est encore un travail. J'avais une question, parce que vous posiez la question, est-ce qu'on avait des questions pour recommencer cet après-midi ? Une question sur la manipulation des critères. On a l'habitude, nous, dans notre système, d'utiliser les critères, ça fait partie de notre culture. Comment cet outil-là peut être utilisé dans l'évaluation située ? C'est une question. Oui. Sauf que le mot manipulation n'est peut-être pas le meilleur. Pourquoi n'y mettez-vous que la main ?